En fait, je pense qu'on a à la fois trop et pas assez attendu de l'Europe lors de cette crise. Et d'ailleurs, on a eu des critiques qui ont plu depuis 2 mois, souvent à raison, sur une absence de réaction des politiques publiques européennes. Alors effectivement, et Christakis l'a bien rappelé, il y a quand même eu des mesures extrêmement importantes qui ont été mises en place au niveau financier, au niveau de la dette. Euh, mais peut-être que les peuples européens, et principalement ceux qui étaient massivement touchés par cette crise sanitaire, attendaient des gestes plus visibles que ces simples modifications-là. Bon, il se trouve que l'Europe n'a pas ou très peu de compétences en termes de santé, donc forcément, on est vite limité dans ce genre de réaction. Et en même temps, on a réussi avec cette crise à tomber dans une espèce de caricature de ce que peuvent créer les différents égoïsmes nationaux. Euh, on peut faire une petite dédicace à nos amis du gouvernement néerlandais en ce sens, qui ont été à la pointe là-dessus. Euh, Ce qu'on a vu, c'est des espèces de pinailleries durant les différentes réunions du Conseil, quand l'heure était effectivement à avoir un vrai point sur la table. Euh, et donc voilà, le constat que l'on a pu tirer de cette crise, euh, il est pas surprenant, il est pas nouveau. C'est que l'Union européenne, quand il a fallu avoir une action visible et énergique sur la scène internationale, bah, c'est un nain géopolitique, un nain qui s'est fait marcher dessus dès que la loi du plus fort a prévalu. Et ça, on l'a vu notamment quand on avait les Américains qui ont fait des détournements de masques sur le tarmac des aéroports chinois. Ben, nous, on était complètement le bec dans l'eau. Et ça, c'est une constante de politique étrangère des grandes puissances. Les États-Unis, c'est extrêmement visible maintenant avec Trump, mais ils font ça depuis des années. La politique étrangère russe, c'est encore pire. Et la politique étrangère chinoise commence à le faire. On voit notamment les tweets récents de l'ambassade de Chine en France qui montraient bien qu'au final, le mot diplomatie commence à être un peu vidé de son sens et surfait actuellement. Donc voilà, le constat, il n'est pas flatteur pour les dirigeants européens qui sont très ancien monde, plus royalistes que le roi et plus libéraux que les États-Unis au final. Alors à la question, l'Europe est-elle à même d'avancer des réponses et des alternatives? Ce que j'ai envie de répondre, c'est oui, mais il faut qu'il y ait un projet alternatif à proposer. Parce que sans projet alternatif, il n'y a aucune raison pour que les gens qui nous dirigent aujourd'hui, qui dirigent cette Commission européenne et la majorité des pays européens prennent enfin la porte. Ce projet alternatif, ça ne peut être qu'une réponse de gauche, ça ne peut être une réponse des différentes gauches. L'autre point de la question qu'il fallait vraiment souligner, c'est peut-on proposer des alternatives dans le cadre du fonctionnement actuel? Et là, à mon sens, on est sur une question qui est à double tranchant. Puisque la question, au final, c'est peut-on tendre vers un fonctionnement plus démocratique, premièrement, et deuxièmement, peut-on, dans le cadre actuel, avoir quand même des réponses vers un programme plus à gauche? Donc, sur le premier point, le fonctionnement plus démocratique, évidemment, on ne peut pas le faire sans réforme des traités. Et ça, c'est les questions qu'on va se poser sur comment lutter contre certains États qui mettent en place un dumping fiscal massif, comment s'assurer qu'on puisse se passer de l'unanimité dans certains domaines, et notamment le domaine fiscal, comment on peut encore aujourd'hui priver les parlementaires européens d'un droit qui est élémentaire, c'est celui de déposer un projet de loi ou un projet de directive en l'occurrence. Comment on peut avoir encore le chef de l'exécutif européen, le président de la Commission, nommé par des porte-clauses dans des marchandages interétatiques. Tout ça montre que sur ces points-là, effectivement, il y a besoin de réformes institutionnelles. Mais ça, c'est des critiques qu'on peut aussi dire de l'État français, en fait, puisque sur le fonctionnement institutionnel, on a beaucoup à redire, notamment le fait qu'on ait un homme providentiel élu tous les 5 ans et qui cumule une bonne partie des pouvoirs, la place assez insignifiante accordée à l'opposition dans notre pays, le fait que les compétences aujourd'hui soient extrêmement nationalisées et qu'on ait très peu de transfert de compétences vers les régions et encore moins de moyens financiers transférés aux régions.
Et enfin, la place du scrutin majoritaire, évidemment, qui reste un point assez important dans la place accordée aux oppositions. Mais en fait, dans les faits, le cadre actuel nous permettrait déjà au niveau européen d'avoir un certain nombre d'avancées notables qui donneraient une vraie puissance géopolitique, puis c'est quand même le sujet aujourd'hui, une vraie puissance géopolitique à l'UE. Deux exemples précis, la question des règles de concurrence, puisque aujourd'hui elles sont tellement dogmatiques qu'elles nous empêchent d'avoir l'émergence de champions économiques européens. Et aujourd'hui, concrètement, on ne pourrait plus refaire Airbus si on le voulait. On l'a vu avec cette histoire de fusion Alstom-Siemens qui en était l'exemple concret. Et le second point, c'est la question des aides d'État qui limite aujourd'hui drastiquement la capacité qu'aurait un État organisateur à mettre l'appui sur certains secteurs stratégiques. Et on a nos concurrents internationaux qui ne s'en privent pas en sens inverse. Donc, ils n'ont pas ce genre d'atermoiement et au final, ça montre bien qu'en fait, on cherche à être plus libéraux que les libéraux sur ce point-là. Donc voilà, s'il y a encore un point peut-être à aborder, c'est qu'on a vu qu'aujourd'hui, l'UE est un nain géopolitique. Il y a peut-être la possibilité de réformer ça avec ou sans réforme des traités, mais surtout, la question qui va se poser, c'est quel intérêt on a d'avoir aujourd'hui une Europe puissance géopolitique. Parce que c'est ça, en fait, la question centrale. Qu'est-ce qu'on attend de cette Europe? Et pour moi, la question va être qu'est-ce qu'on peut apporter via une Europe puissance géopolitique? Aujourd'hui, la force de l'Europe, c'est sa normativité, c'est-à-dire sa capacité à produire du texte juridique. On en rit entre nous, on rappelle les normes sur la courbure de la banane, mais aujourd'hui, c'est ça notre force, c'est notre capacité à dire à Apple, eh ben vous, quand vous vendez un téléphone, il faut qu'il y ait un chargeur avec. C'est bête, mais aujourd'hui, Apple se plie à ça. Quand on dit il faut que les plateformes qui diffusent du contenu culturel respectent le droit d'auteur européen, ben voilà, ça fait partie des contraintes que Google est censé respecter. Donc voilà, c'est notre arme géopolitique, elle est là, c'est le droit. Et on peut y faire passer un certain nombre de messages. Ces messages, ensuite, qu'est-ce qu'ils vont être? On a des messages qui vont être… Je vous invite à conclure. 3 secondes, je finis. Les messages qu'on est en mesure de promouvoir aujourd'hui, de vraies mesures de gauche. C'est des mesures de protection de l'environnement. Aujourd'hui, la protection de l'environnement, c'est l'échelon européen. On ne peut pas le faire au niveau local ou national. Ensuite, c'est la protection sociale. Et là, je prêche quand même à des convaincus. Et enfin, c'est la souveraineté numérique, puisque là-dessus, on a un véritable cheval de bataille qui peut être notre protection à la fois de nos données, de notre souveraineté numérique qui passe au niveau européen face à des plateformes comme Uber, Deliveroo qui nous recréent une espèce de sous-prolétariat pas loin de l'esclavage, ou bien Airbnb qui ne cesse de renchérir le prix de l'immobilier. Donc voilà, aujourd'hui, on peut arriver avec ou sans réforme des traités à un véritable poids géopolitique, et j'ai fini, mais il faut s'en donner la bonne volonté. Alors déjà, si j'ai laissé entendre que l'écologie était complètement impossible à mettre en place au niveau local, je suis désolé, ce n'était pas mon intention. Au contraire. Je n'ai pas accusé de ça, hein, quoi, pas ça. Hein. Allez, on y va. On essaye de… Donc, au contraire, on avance. Au contraire, mon point là-dessus, c'était, et de façon beaucoup plus large, c'est de dire que notre intérêt aujourd'hui, c'est d'avancer sur toutes les prises de position qui seront faites au niveau, à l'échelon hiérarchique le plus adéquat. Pour ce qui est de l'exemple de l'écologie, évidemment, avoir une action extrêmement locale à la fois sur l'eau, à la fois sur l'agriculture, sur les pesticides, c'est tout à fait logique. Maintenant, ce qui aura le plus d'impact aujourd'hui sur les changements climatiques, ça va être des actions régionales et mondiales. C'est pour ça que aujourd'hui, on a besoin à chaque échelon de prendre en compte celui qui sera le plus rationnel. Et c'est ce qui nous a manqué dans cette crise, puisqu'on a pu constater qu'on avait délégué à des pays à 5-6 000 kilomètres de là la production d'éléments sanitaires de première nécessité, et que le jour où la crise est arrivée, eh bien, ça n'a pas raté.
on a eu le bec dans l'eau. Donc en fait, c'est simplement ça, c'est mettre en place un système de subsidiarité qui rapproche systématiquement à l'échelon le plus bas et le plus adéquat l'ensemble des prises de décision.